Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, Sofiane a toujours aimé la magie et a très vite commencé à apprendre des tours. Alors, quand il a l'occasion de faire quelques tours à des touristes qu'il croise en voyage, c'est toujours un beau moment de partage. Un jour, il prend un billet simple pour l'Amérique du Sud avec sa conjointe. Le but est de déconnecter de leur vie à 100 à l'heure en France et de partir en sac à dos, découvrir l'Amérique latine. Au fil des rencontres, Sofiane continue à faire des tours de magie jusqu'à ce qu'on lui propose d'en faire dans un restaurant un soir. Et là, c'est le déclic. Il décide de continuer à proposer des animations de magie dans les restaurants sur leur route. Sofiane revient sur tous ces moments inoubliables où la magie a opéré et sur toutes ces belles rencontres qu'il a pu faire. Enfin, nous échangerons aussi sur ce voyage en sac à dos et où il a dormi chez l'habitant, qui l'a mené à repenser complètement sa vie professionnelle en France. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Sofiane. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci de me recevoir. Merci à toi de m'avoir proposé ton témoignage. Je suis vraiment contente parce qu'en plus c'est un sujet dont on n'a encore jamais parlé dans le podcast et ça fait super plaisir. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent, nous donner ton prénom, ton âge, ta ville d'origine et nous dire 2-3 mots sur ton parcours pro parce que j'imagine qu'on va en reparler pendant cet échange. Yes. Alors donc je m'appelle Sofiane, j'ai 34 ans. Et j'habite à Lille et je suis originaire de Lille, enfin de Villeneuve-d'Ascq, qui est une ville de la métropole lilloise. Et donc mon parcours, il est assez atypique. En sortant du bac, j'ai un bac scientifique, je savais pas trop quoi faire et j'avais envie de voyager, donc il y avait un métier qui me paraissait bien, c'était le métier de kiné, parce que je trouvais que déjà le métier m'attirait pas mal et c'était un métier qui te permettait d'avoir pas mal de liberté si tu voulais voyager, etc. Donc j'ai commencé à passer des concours pour devenir kiné, et je les ai pas eus, donc ça a duré un certain temps, et finalement après j'ai continué à la fac des sports, et donc j'ai une formation en tant que professeur en activité physique adaptée. Donc c'est tout ce qui est sport et rééducation, sport et handicap, enfin c'est très très varié, mais c'est tout ce qui est sport et rééducation, santé, handicap, sport adapté, etc. Et aujourd'hui, je ne fais pas du tout ça, je suis magicien. Alors magicien, c'est un grand mot, hein. Qu'est-ce qu'un magicien ? Mais en fait, je fais de la magie en événementiel. Plus particulièrement du close-up, donc c'est de la magie de proximité. Donc le gros de mon activité, c'est que j'anime des cocktails et des repas pour les entreprises, les particuliers, que ça soit un mariage, un séminaire d'entreprise, un arbre de Noël, une fête de famille, enfin toutes sortes de choses. Ok, génial. J'ai hâte qu'on parle de tout ça. Mais d'abord, on va parler de ta passion du voyage. D'où est-ce que toi, te vient la passion du voyage et est-ce que tu en as une déjà ? Bah ouais, j'en ai une. Après, d'où elle me vient, je ne sais pas trop. Quand j'étais jeune, j'avais pas mal de copains qui voyageaient pas mal et j'étais un peu attiré par ça. J'étais un peu envieux de ça et j'ai des copains qui ont fait, par exemple, au lycée, qui sont partis pendant 1 an avec le Rotary ou des choses comme ça, et ça avait l'air vraiment canon. Et donc, déjà, ça m'attirait. Je rêvais de partir à l'étranger tout seul pendant 1 an pour toujours le même truc, se confronter, voir si on en est capable, etc. Et puis après, j'ai commencé à faire des petits voyages. Quand j'étais à la fac, j'avais des potes qui étaient en Erasmus, que je suis allé voir. Pareil, ce côté-là, ça m'attirait pas mal. Et après, j'ai fait pas mal de petits voyages et mes études ont duré plus longtemps que prévu avec les échecs des concours, mais j'avais vraiment cet objectif de
de partir et puis de partir loin et puis me retrouver seul et voir de ce dont j'étais capable, quoi. Et du coup, quand est-ce que tu as pu réaliser cette envie? Et bah écoute, ça s'est déroulé un peu après mes études. En gros, une fois que j'ai eu ma licence, j'avais vraiment cette envie de voyage et ma compagne, elle travaillait et elle avait envie de voyage aussi et puis ça se passait plus très bien. Elle commençait à en avoir un peu marre, enfin, il y a eu un changement de direction donc ça se passait plus du tout bien au travail et en fait, elle s'est dit bah peut-être que ça serait l'occasion de partir donc elle a démissionné et on s'est décidé à partir. Donc moi j'étais attiré par la Nouvelle-Zélande, je rêvais de faire un PVT pour pouvoir partir 1 an et justement progresser en anglais, découvrir la Nouvelle-Zélande parce que j'étais attiré par tout ce qui était paysage, les randonnées, etc. J'étais rugbyman, donc j'étais aussi attiré par ce pays parce que c'est un peu le pays du rugby et donc c'était en 2015, donc j'avais 20, je sais plus compter, j'avais 28 ans. Ouais, T'étais jeune. J'étais jeune, ouais. et donc on est parti à deux en PVT, et puis on est parti 6 mois. Parce que oui, on peut le dire, le PVT Nouvelle-Zélande, Australie, on va sur le site, on remplit les informations, on paye et on a son PVT. C'est ça, ouais. Voilà. Exactement, ouais. C'est rien de plus simple. C'est ça. Il n'y a pas de tirage au sort ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment tu remplis ce qu'ils te demandent, tu payes et puis ensuite t'as 1 an pour atterrir en Nouvelle-Zélande pour une durée de 1 an au maximum. Ok, oui, c'est un an, le PVT Nouvelle-Zélande. Ouais. Ok. Donc ça, c'était un premier vrai, grand, long voyage. Ouais. Et tout de suite, tu te dis, waouh, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Comment est-ce que t'as ressenti, tout ça là, ce premier voyage loin de tout. Tout de suite ça a été enfin hyper chouette. Enfin, tu rencontres plein de gens. Le fait que je fasse de la magie, pareil, c'est un peu un accélérateur de rencontres parce que c'est quelque chose qui est pas commun et donc les gens sont curieux. Et donc ça permet de faire plein de chouettes rencontres et je suis pas du tout dans le regret à me dire ah j'aurais dû faire ça avant. Bien sûr, si j'avais eu l'opportunité avant, je l'aurais fait, mais sur le moment, en fait, tu te poses pas de questions, tu vis ton truc et c'est hyper chouette et tu profites un maximum, quoi. Bah, du coup, d'où est-ce que te vient ta passion pour la magie? Quand est-ce que ça commence tout ça? Souvent, chez les magiciens qu'on rencontre, ils font ça depuis tout petit, ils ont une boîte quand ils étaient petits. Moi, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment après le lycée que je m'y suis mis. C'est peut-être pour ça que j'ai raté mes concours, parce que je m'entraînais peut-être plus à faire de la magie qu'à réviser. Mais quand j'y pense, quand j'étais petit, je savais faire 2-3 tours de magie, et j'étais vraiment passionné, et dès que je croisais quelqu'un qui savait en faire, je le tannais pour qu'il m'apprenne le tour. Mais j'ai pas eu plus de rencontres que ça. Je savais faire vraiment 3 tours, ma primaire à ma terminale. Et après le lycée, j'ai recroisé un copain du collège qui m'a dit « Ah, mais si t'aimes bien la magie, tu devrais regarder ce DVD qui explique toutes les bases de la cartomagie. » Et là, je me suis plongé dedans quand j'avais à peu près 20 ans, et à en faire, et puis du coup explorer, aller sur des forums, trouver d'autres sources pédagogiques pour progresser, et puis en faire tout le temps en soirée, et voilà. Donc, attends, magie, ça va être avec des jeux de cartes? Alors moi, c'est beaucoup de cartes. À la base, moi, ce qui m'avait beaucoup attiré dans la magie, c'était les tours de magie avec les cartes. Et puis après, au fur et à mesure de ma progression de ma formation, je me suis intéressé à toutes les choses qui peuvent être magiques. Donc c'est avec tous des objets usuels, ça peut être avec un stylo, avec une pièce, ça peut être du mentalisme, ça peut être du pickpocketisme, ça peut être plein de choses. C'est la magie l'illusionnisme au sens large. Ok, très bien. Déjà, tu fais un petit peu de magie, du coup, quand tu rencontres des gens, c'est ça? Yes, en fait, en Nouvelle-Zélande, ça m'a permis vraiment d'avoir du temps, puisque on passe beaucoup de temps à attendre, en voyage, etc. Donc vraiment, j'ai pu progresser. Et du coup, j'avais vraiment pris un gros bagage. Et après, en Amérique du Sud, vraiment, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'était un peu ça, je faisais de la magie. Donc les gens étaient curieux, je parlais pas espagnol, mais on arrivait quand même C'est génial. à montrer des choses. Et donc, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte ton départ en Amérique du Sud? En gros, on est resté 6 mois en Nouvelle-Zélande parce qu'en gros, on avait
Mon papa était malade, on avait des choses à faire en rentrant en France, donc on n'est pas resté plus longtemps en Nouvelle-Zélande. Donc on est revenu en France, et très vite on s'est dit, si on commence à reprendre un appartement, etc., s'ancrer dans le quotidien, on repartira pas, ou on repartira dans longtemps. Donc en fait, très vite, on s'est décidé à acheter un billet d'avion pour l'Amérique du Sud, et donc on a pris un billet d'avion pour l'Argentine, billet aller sans retour, pour 6 mois après. Donc en fait, on est revenu 6 mois en France, où on a travaillé pour mettre de l'argent de côté, remettre de l'argent de côté, et après très vite, en février 2017, on part pour l'Argentine, avec un billet aller, mais sans date de retour prévue. Et les plans, c'était quoi sur place ? On n'avait pas de plan précis, on savait qu'on allait rester un certain temps, l'idée c'était on avait une idée vague de ce qu'on voulait faire, c'était arriver en Amérique du Sud, descendre jusqu'au sud et remonter jusqu'au nord, viser la Colombie. Ok, et puis voir combien de temps ça prend, se laisser porter. C'est ça. Ouais. Exactement, ouais. On se laissait vraiment porter par les opportunités, par les rencontres, on n'avait pas vraiment de guide avec nous pour dire il faut faire ça, on n'avait pas de plan précis. Finalement, vous avez fait quoi comme parcours, maintenant que tu regardes là rétrospectivement ? Alors, on est arrivé du coup à Buenos Aires. On a fait l'Argentine pendant environ 2 mois. Alors, on n'a pas fait toute l'Argentine, mais on a fait d'abord la côte plutôt atlantique, et après on est parti du côté de la côte, de la cordillère des Andes. On est descendu jusqu'à Ushuaia, et ensuite on est remonté par le Chili, par la Patagonie chilienne, jusqu'à Santiago à peu près. Et à ce moment-là, l'hiver arrivait, il commençait à faire mauvais, et finalement on a pris un vol pour la Colombie. On arrive à Bogota, et on est resté 2 mois à Bogota, puis on est descendu par le Pérou, par la Bolivie, et ensuite on a fait le nord du Chili qu'on n'avait pas fait précédemment. Et ça a duré 9 mois. Du coup, on va rentrer maintenant plus dans le sujet. Est-ce que tu peux nous raconter les moments décisifs, les étapes qui t'ont mené à ton déclic finalement ? Alors il y a eu un premier truc, c'était en Argentine, c'était dans un village pas du tout touristique, pas du tout connu, qui s'appelle Goiás. En gros, ma compagne avait une copine du lycée qui vivait en Argentine, qui était mariée à un Argentin, donc elle nous a proposé de passer les voir, donc on est passé les voir, et je faisais un peu de magie, et il y a eu la belle-mère qui était présente, et elle a dit « Ah mais est-ce que ce soir tu peux venir faire un spectacle chez moi, il y aura toute la famille ?» Donc je me suis retrouvé à faire un spectacle devant toute une famille argentine. Alors je le faisais en français, donc Laura, l'amie de ma compagne, traduisait en espagnol. Donc c'était hyper sympa, il y avait beaucoup de réactions, c'était un moment hyper chouette. Et au moment de repartir, Laura me tend une enveloppe avec, je crois, 1500 pesos, en disant « Ah c'est ce qu'ils t'ont donné ». Alors j'étais un peu gêné parce que moi j'avais fait ça juste pour le plaisir de faire de la magie, parce que j'aime ça, et donc j'étais quand même content, Tu t'attendais pas du tout, quoi. Non, du tout. Et donc ça, c'était un premier moment où je me suis dit en fait la magie ça marche bien. Et ensuite on est parti, on était en Patagonie, et durant une rando on a croisé un couple d'Espagnols qui nous demandent ce qu'on faisait le soir même. Donc on ne faisait rien de spécial mis à part être à l'auberge. Et ils nous ont dit nous on fait un spectacle dans ce bar-là, venez à 23h. Et du coup on leur demande un spectacle de quoi, ils font un spectacle de magie. Et donc ma compagne qui parlait espagnol, elle dit Sofiane est magicien. Il dit mais nous c'est pas vraiment de la magie, on est des clowns, donc on fait de la jonglerie, on fait les clowns, on fait un peu de magie, mais c'est de la magie comme des clowns. Vous savez quoi, vous avez qu'à venir 1 heure plus tôt et on pourra discuter. Donc après notre rando, on est allé dans ce bar 1 heure avant, et je leur ai fait de la magie, et donc là ils étaient un peu pris sur les fesses en se disant t'es vraiment magicien, nous on est juste des clowns, on n'a pas ton niveau. Ce qu'on te propose, c'est que pendant le spectacle, à un moment donné je vais faire un tour de magie, ça sera un tour de magie de clown, donc ça sera pas fou, mais je te choisirai, je te le ferai à toi, et à la fin du tour, si tu veux, tu peux faire un numéro pendant 5-10 minutes, autant que tu veux. Est-ce que ça te tente ? Donc je dis allez, pourquoi pas, banco, donc je le fais. Donc je fais un numéro de 5 ou 10 minutes, ça se passe hyper bien. C'était marrant parce que je parlais pas espagnol, donc j'avais appris juste 2-3 phrases pour un peu habiller mon numéro. Et ça s'est hyper bien passé. Et le lendemain, je l'ai refait avec ce couple d'Espagnols. Et ils m'ont dit, tu sais Sofiane, t'as du talent, tu pourrais ne faire que ça. Nous, ça fait 6 mois qu'on voyage, on va de ville en ville, on propose nos spectacles dans des restaurants ou dans des bars. On nous offre le repas, et après on fait passer le chapeau, et ça nous permet de vivre et de voyager depuis plus de 6 mois. Wow. Et
moi, ça me travaille, et puis ça m'avait déjà travaillé un peu en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'avais fait un peu de magie dans la rue, au chapeau, etc. Mais pas de façon très récurrente, et donc vraiment, ça m'a vraiment motivé. Et la ville d'après, on est à El Calafate, je démarche tous les restaurants en me présentant, en disant que je suis magicien, que je peux venir faire de la magie dans les restaurants. Et il y a un restaurant qui accepte en me disant « Ah, pas de problème, viens ce soir, viens faire de la magie. » Donc j'y vais, j'arrive dans le restaurant, et puis je commence à aller aux tables, à aller voir les gens. Donc avec un espagnol très 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 basique. Donc je demande d'abord si les gens parlent anglais. En Amérique du Sud, on ne parle pas beaucoup anglais, donc je le fais quand même. Et en fait, très vite, ça prend. Et puis il y a une espèce de culture du pourboire en Amérique du Sud. Et donc très vite, il y a des pourboires qui tombent, et vraiment beaucoup, et enfin beaucoup, ça reste raisonnable, hein, mais en tout cas ça plaît, et puis il y a une espèce d'émulsion dans le restaurant parce qu'il y a des réactions, donc les autres tables m'appellent, et à la fin le patron me dit si tu veux, est-ce que tu veux venir manger? Je fais ma compagne m'attend à l'auberge, mais demain est-ce que je peux revenir avec ma compagne? Il fait pas de problème. Donc le lendemain rebelote, je reviens, je fais de la magie, puis ma compagne arrive à 22h30 pour la fin du service, et puis il arrive, il nous installe à table et il nous dit tout est gratuit, vous prenez ce que vous voulez, à boire, à manger, etc. Et donc c'était vraiment fou, quoi. Et après, pareil, il y a tout en cuisine, les gens sont hyper curieux parce qu'ils savent qu'il y a un magicien qui fait des tours aux gens, donc ils veulent voir. Donc je suis invité dans les cuisines pour faire de la magie aux gens. Et donc ça a été vraiment, je crois que c'est le moment le plus décisif parce que ça a vraiment changé le ton du voyage. C'est que la rencontre avec les gens était vraiment différente, et puis on avait accès à des choses où en tant que touriste européen, on n'avait pas vraiment accès. Je veux dire, les échanges étaient vraiment différents. T'étais plus juste touriste. Un peu, ouais, c'est ça. Et donc ça a été canon. Enfin vraiment, c'était une première expérience folle. Et du coup, ça m'a vraiment donné de la motivation. Et donc les villes d'après, je faisais pas chaque systématiquement parce que on était aussi là pour voyager et puis profiter des moments à deux. Mais dès que j'en avais envie ou dès que la ville s'y prêtait, je me baladais puis je proposais mes services dans des restaurants la plupart du temps. Et ça pendant 9 mois. Et le côté positif de ça, c'est que moi, ma compagne parlait assez bien espagnol. Et comme je me retrouvais seul en restaurant, je me retrouvais à devoir communiquer sans l'aide de quelqu'un. C'est toujours le truc quand on voyage à deux, quelqu'un est meilleur en langue. On se repose pas mal sur l'autre, même quand de manière un peu inconsciente. Que là, j'étais vraiment livré à moi-même, donc j'avais plus le choix, fallait que les gens étaient curieux, me posaient plein de questions, donc ça m'a permis vraiment aussi de progresser en espagnol. C'est clair. Tu nous as parlé donc du circuit que vous avez fait. Tu sais à peu près dans combien de restos t'as fait des tours de magie comme ça? Je dirais peut-être entre une quinzaine et une vingtaine. Tu faisais de la magie déjà avant, tu dis que tu commençais à t'y intéresser beaucoup, etc. Et est-ce que pendant ton voyage, tu t'es rendu compte qu'il y avait des tours qui plaisaient plus que d'autres, donc du coup tu t'es t'as fait des recherches pour approfondir sur certains. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? En fait, c'est marrant parce que du coup, la magie de close-up, tu t'adaptes vachement à ton environnement, et j'ai dû m'adapter parce que tu vas le faire dans des environnements où il va faire chaud parfois très humide. Donc les cartes, ça a pas une grosse durée de vie, et puis j'avais pas mal de jeux de cartes dans mon sac, mais pas non plus de façon infinie. Mais effectivement, ouais, tu vois qu'il y a des tours qui fonctionnent bien, et moi, la magie que je fais, il y a un peu pas mal entre guillemets d'improvisation où on va rebondir en fonction de ce que les gens disent, en fonction de ce que les gens demandent. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu te crées un répertoire, notamment pour le restaurant, parce que il y a toujours un peu les mêmes demandes. Tu sens les choses qui fonctionnent bien, et donc tu les améliores, tu les rôdes. C'est comme les humoristes qui vont sur scène pour rôder leur spectacle, et à force de faire, ils se rendent compte des choses qui fonctionnent. En magie, il y a un peu ce truc-là. Donc au départ, on est parti un peu en impro. Ok, il me demande de faire un tour, moi je vais faire un tour. Oh ça marche bien, je vais dans un resto, je vais faire quelques tours, tiens je vais faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, t'as commencé à vraiment rôder ton show, quoi. Le dernier, t'étais au top, quoi. Ouais. Mais après, c'est pour être un peu plus technique, la magie de restaurant, c'est un peu particulier parce qu'en gros, tu vas aux tables, tu t'invites un peu à la table des gens, donc il y a aussi toute une technique d'approche pour pas trop être intrusif, pas déranger les gens. Parce que s'ils ont une fourchette dans la bouche, tu vas pas leur proposer de choisir une carte. En fait,
y a des gens, ils sont au restaurant, c'est aussi leur moment, et t'es pas là pour... Ils ont peut-être pas envie de voir de magie, ils ont peut-être juste envie de profiter du moment à deux, ou en famille, j'en sais rien. Donc il y a aussi un peu ce côté psychologique de savoir être observateur et aller voir les gens au bon moment, et voilà, et pas être intrusif, quoi. Être là pour être une animation qui soit sympathique. Je comprends. Est-ce que tu veux nous raconter des moments forts durant ce voyage où justement tu as utilisé la magie? Comme ça, il y a tout le temps il y a des moments... Le plus fort, c'était... on était en Colombie, on était dans la région de Choco, donc c'est la côte pacifique de la Colombie. Donc c'est une région très isolée, en gros il y a la cordillère des Andes, pardon, et donc c'est accessible que en bateau ou en avion. Il n'y a pas de route pour s'y rendre. Donc de Médéine, on avait pris un petit avion pour aller à Choco, et donc c'est une région, c'est une des régions les plus pauvres où il y a beaucoup, c'est la population, les ancêtres des esclaves, donc c'est la population noire et indigène. Et il n'y a pas trop internet, donc il n'y a pas trop de réseau, etc. Mais par contre, en termes de paysage, il y a un écosystème de fou. Il y a la reproduction des baleines à ce moment. Quand on y était, c'était au mois de juillet, donc tu pouvais voir de la plage limite des baleines dans l'eau, donc c'était assez dingue. Et donc on était dans un petit village, et tous les matins j'allais dans un endroit pour acheter quelques fruits pour le petit-déj, et les gens regardaient le Tour de France, puisque il y a des coureurs colombiens qui sont assez connus, donc ils aimaient le cyclisme, et chaque matin je les voyais, donc ils me posaient des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc je leur disais, je fais de la magie, et donc une fois ou deux je leur ai fait des tours de magie, donc ça marche hyper bien. Comme c'est un petit village et que tout le monde se connaît, ça commence à se diffuser comme quoi je suis magicien. On est resté 10 jours. Et une fois, un des guides avait besoin de dire à des touristes que la marée était un peu plus tôt le matin, donc il fallait partir plus tôt, mais comme c'était des Hollandais, ils parlaient pas espagnol et eux parlaient pas anglais, donc ils sont venus nous demander si on pouvait le dire aux touristes hollandais. On rentre dans le restaurant, et donc le guide interpelle la patronne et dit « Ah, il est magicien, vas-y, fais un tour ». Et donc je commence à faire un tour, et au début, il y a 5-10 personnes dans le restaurant, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50... Enfin, à la fin, je pense qu'il y a peut-être 70 personnes, c'est un truc de dingue. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais demain, on va organiser un spectacle sur la place du village, on fera un appel au mégaphone pour que les gens viennent, est-ce que tu veux bien le faire ?» Je fais « Ouais, pourquoi pas ?» Et donc le lendemain, donc finalement, ils avaient trouvé une petite salle, et dans une petite salle, je suis venu faire un spectacle de magie, et au début, ils voulaient faire payer l'entrée en disant « Ah non, mais faut faire payer l'entrée Déjà, non, mais faites pas payer l'entrée, on s'en fiche, tout le monde peut venir. Et parce qu'il y avait plein d'enfants qui venaient, et au final, ils arrivaient, ils étaient pas venus en se disant, tiens, on va payer un spectacle, ils étaient venus pour voir. Et finalement, dans la salle, il y avait tellement de monde, que au final, j'ai fini par le faire dehors, parce que il y avait trop de monde, quoi. Wow. Et c'était assez fou. Ouais, et c'était quel moment de ton voyage, ça, à peu près? Alors, c'était au milieu. Ok, donc t'avais déjà commencé un peu à... Ouais, ça faisait un petit moment que j'en faisais. Mon espagnol était déjà meilleur, donc je pouvais justement, j'avais pas besoin qu'on me fasse de la traduction. Bon, c'était pas non plus un espagnol très bon, mais en tout cas, j'avais pas besoin de traduction. Mais du coup, ce qui était chouette, c'est que, bon, tu faisais pas payer d'entrée comme tu dis, mais qu'il y a une culture du pourboire, donc ça te permettait quand même d'avoir un petit peu d'argent aussi, je sais pas, pour faire des visites ou pour faire un resto, c'est ça aussi qui était chouette tout le long de votre périple quand même. Non, ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, ça rajoutait, on va dire, du beurre dans les épinards, c'est que ça faisait vraiment, ça faisait vraiment un plus, à chaque fois que j'allais travailler dans des restaurants, donc ça faisait, dans la soirée, tu te faisais 20, 30 euros, et c'est toujours du plus, quoi. C'était bien. Et est-ce que tu veux nous raconter un autre moment fort ou des rencontres aussi qui t'ont marqué durant ce voyage en Amérique du Sud? Avec ma compagne, on n'avait pas forcément en auberge de jeunesse parce qu'on voulait vraiment essayer d'apprendre l'espagnol, et on avait peur qu'en étant en auberge de jeunesse, ça parle beaucoup anglais. Donc des fois, on regardait des Airbnb pour se retrouver dans des familles. Ah. Et il y a eu plusieurs fois où, notamment au Chili et en Colombie, on s'est retrouvés dans des familles, et donc vraiment, ouais, notamment grâce à la magie, en fait, c'est un peu ça permet de briser la glace. C'est que très vite, ça devient un premier sujet, et ensuite, on peut vraiment
ça a permis de rencontrer des gens et puis d'avoir des vrais échanges avec eux, quoi. C'était même professionnellement aujourd'hui, la magie, souvent quand on vend la magie de close-up, c'est qu'on la vend vraiment comme quelque chose qui permet de briser la glace dans des événements, qui permet de faire rentrer les gens en interaction, c'est-à-dire que je suis pas là et c'est pas moi qui fais le tour en disant regardez ce que je sais faire, je suis magicien, je suis trop fort. Non, pas du tout, c'est juste en fait je sais faire un truc qui est chouette et l'idée c'est de le partager. Et c'est par exemple, moi je vais te faire choisir une carte, mais c'est une autre personne qui va la retrouver, et donc ça va créer une expérience commune qui fait qu'ensuite, vous allez avoir un premier sujet de conversation qui va pouvoir embrayer sur d'autres choses. Mais en tout cas, justement, voilà, ça va pas être comment tu t'appelles, ok, tu viens d'où, tu fais donc dans la vie, c'est que déjà on a brisé la glace par un truc cool, et ensuite on va pouvoir discuter de plein d'autres choses et de manière peut-être un peu plus facile. Ok, je comprends. Et donc plusieurs fois quand on était dans des Airbnb, des choses comme ça, tu te retrouves avec toute la famille et puis tu fais des petits spectacles et donc t'as des échanges vraiment riches qui sont vraiment chouettes. Et après il y a eu un moment fort. Au final, c'est pas forcément grâce à la magie, mais en tout cas c'est la magie, on va dire la magie du voyage. On était allé dans une région où il y a un désert, et donc on avait besoin d'un guide, on trouve un guide, et finalement on devait être avec d'autres personnes qui finalement font faux bond, donc on se retrouve juste à deux avec le guide. Génial. Et le guide est hyper sympa, on discute un peu de tout, et après il nous demande ce qu'on fait par la suite, on dit là on va repartir vers Bogota, mais ce soir on doit trouver une auberge, et très vite, il nous dit « Ah, mais vous avez déjà trouvé ?» On dit « Pas encore, mais on cherche un truc dans notre budget. » Et donc, après notre visite, il nous conduit un peu dans différentes auberges pour qu'on trouve l'auberge qui nous va. Il nous propose plein de trucs, mais c'est des trucs qui sont très bien, mais qui étaient pas dans notre budget. Et donc, il est un peu embêté, et puis finalement, il nous dépose à un endroit pour manger. Il dit « Je reviens tout à l'heure vers 14h. » Il revient vers 14h, il dit « j'ai trouvé une solution, je sais pas ce que vous en pensez, je vous propose de venir chez moi. » Finalement, il nous a hébergés. Et on s'est retrouvé du coup avec sa femme et il avait ses petits enfants qui étaient là. Et donc on a passé justement du temps avec sa famille, ses petits enfants. J'ai fait un peu de magie justement à ses petits enfants. Wow. Et c'était vraiment un moment rare quoi. C'était une fête avec les locaux comme ça, ouais. Ouais, c'était vraiment chouette. Est-ce que t'étais attiré par l'Amérique du Sud avant d'y aller, toi? J'étais attiré, en fait moi de base je suis attiré pour un peu voyager partout, et puis je suis attiré par j'aime bien la nature, les randonnées, etc. Et donc au départ la Nouvelle-Zélande c'était par facilité parce qu'il y avait des possibilités folles, mais après dans l'idée l'Amérique du Sud c'est un continent gigantesque, donc vraiment il y a de quoi faire quoi. Entre la Patagonie, la Bolivie, il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'étais attiré. Mais en premier voyage, c'était plus ma compagne qui, elle, était attirée de base par ce continent. C'était quoi, du coup, ton pays coup de cœur? Je pense que la Colombie. Mais avec ma compagne, on est assez unanime sur ça. C'est par rapport au paysage, c'est un beau pays, et peut-être qu'il y a des choses encore plus belles en termes de paysage en Amérique du Sud. Mais par rapport aux rencontres et aux échanges et aux rapports avec les gens, etc., ça a été vraiment, vraiment, vraiment la Colombie. Il y a eu vraiment toutes ces petites choses qui ont fait que le voyage était différent. Je dis, il y a eu ce truc avec le guide. Il y a eu un autre moment où on était dans un petit village, dans une cantine, on mangeait avec ma compagne, et à côté de nous, il y avait deux bonnes femmes qui voient deux touristes européens dans cette cantine. Ils se demandent ce qu'on fout là, et donc on discute avec elle. Amélia, qui avait 70 ans, elle nous dit « Ah, mais moi j'habite à une demi-heure d'ici, venez passer le week-end à la maison. » Carrément. Et donc au début on hésite, et puis finalement on se dit « pourquoi pas ?» Et donc on a passé le week-end chez Amélia qui avait 70 ans, à Kuriti. Donc je sais pas si beaucoup de gens en Europe connaissent cette ville en Colombie, mais c'était une petite ville pas du tout touristique, et on a passé le week-end avec Amélia, et c'était dingue. Et justement il y a eu plein de trucs comme ça en Colombie qui ont fait que le voyage était vraiment différent. Tu dis que vous êtes resté 9 mois, donc sans billet retour. Quand est-ce que vous prenez la décision de rentrer, et comment est-ce qu'on arrive à un moment où on se dit bon, on rentre? En gros, on n'avait pas de billet retour.
En fait, au bout de 9 mois, t'es beaucoup sur la route, tu changes beaucoup d'endroits, tu fais beaucoup de trajets, etc. Et c'est un côté hyper chouette, mais c'est aussi un côté fatigant. Et au bout de 9 mois, on commençait à avoir des envies de confort, d'avoir un peu un chez soi pour se poser et pas systématiquement changer d'endroit ou mal dormir, etc. Très vite, on commence à réfléchir à un potentiel retour. Donc, on commence à regarder de où on pourrait repartir, aussi en termes de budget pour pas que ça nous coûte trop cher, enfin que ça soit le plus rentable pour nous. Et finalement, on trouve un billet pour Santiago pour rentrer à Paris et ça se goupillait bien puisqu'en gros, comme on était parti de Santiago pour aller en Colombie, bah là, ça nous permettait de redescendre jusqu'à Santiago et donc faire le Pérou, la Bolivie et le nord du Chili qu'on n'avait pas fait. Donc ça s'est bien goupillé. Il y a des trucs qu'on voulait faire qu'on n'a pas fait finalement, mais enfin sans regret quoi. C'était on peut pas tout faire et vous reviendrez peut-être. Et donc vous rentrez en France et c'est quoi votre état d'esprit à votre retour en France? Bah l'idée c'est de retrouver un endroit. Donc on choisit Lille parce que comme je suis originaire de Lille, bon bah on a notre réseau etc qui est ici. Ma compagne elle se met à chercher du travail et moi je me dis tiens bah peut-être que je pourrais développer mon activité de magicien, je l'ai fait à l'étranger, pourquoi pas le faire à 100% en France. Et donc Lille parce que comme j'ai mon réseau c'est peut-être plus facile aussi de trouver des potentielles prestations etc. Et donc on trouve un appartement pour se réinstaller et puis ma compagne commence à chercher du travail, moi je commence à essayer de développer mon activité et en attendant, comme j'ai quand même besoin d'argent, je fais de l'intérim pour être disponible quand je veux. En gros, c'était que si jamais j'avais trouvé un travail dans ma branche, j'aurais été dépendant de mon employeur et j'aurais pas pu répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Que là, en faisant de l'intérim, ça allait être peut-être un travail qui sera peut-être plus difficile, etc. Mais au moins, si j'avais une demande de prestation le mercredi, bah je pouvais y répondre et ne pas aller travailler en tant qu'intérimaire le mercredi d'après quoi. Et l'objectif c'était d'avoir suffisamment de travail en tant que magicien pour pouvoir ne faire que ça. Tu te lances comme micro-entreprise, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors ouais, en fait il y a plusieurs statuts qui sont possibles, tu peux choisir d'être auto-entrepreneur, créer ta micro-entreprise. Moi très vite je m'oriente sur le choix de devenir intermittent du spectacle. Donc en gros, pour devenir intermittent, il faut cumuler un certain nombre d'heures d'intermittence qui te donne droit à pas un statut, mais en tout cas on va dire le statut d'intermittent du spectacle. Et en gros, une fois que tu es intermittent, l'intermittence, c'est un statut spécifique de l'assurance chômage. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je suis intermittent du spectacle, mais je dépends toujours de Pôle emploi. Mais en gros, au lieu d'avoir c'est un truc classique de chômage qui dure 2 ans avec autant, bah là, ça dure que 1 an. Et durant cette année, tu dois faire ton nombre d'heures. Donc quand j'ai des prestations, ben j'ai mes prestations qui me payent. Et quand je n'ai pas de prestations, j'ai le complément d'intermittent qui m'est versé. Okay. Donc ça me permet de faire que ça. C'est génial. Donc ça me permet de pouvoir faire un podcast avec toi aujourd'hui par exemple. C'est ça, à 13h. Donc là, actuellement, tu fais plus du tout d'intérim et tu fais que ça. C'est ça. Alors je fais que ça, mais je suis intermittent, mais c'est comme quand t'es entrepreneur, il y a plein d'à côté à gérer, c'est faire des rencontres pour démarcher, gérer sa communication. Justement, quand ça peut ressembler un peu à créer aussi, ça peut ressembler à l'entrepreneuriat, puisqu'en gros, moi à la base, j'ai pas de formation en communication, ben il faut que j'apprenne aussi à communiquer, il faut que je crée un site web, il faut faire plein de choses pour justement travailler un maximum. Puis il y a le côté création de tours de magie, enfin il y a plein de choses à faire quoi. Donc le temps où je suis pas en performance, on dira, il y a des choses à faire. C'est ça. On arrive très vite à un bon 40 heures, 35-40 heures, même voire plus parfois. Est-ce que tu veux ajouter autre chose peut-être sur ce que tu fais maintenant ou Après, ce que je pourrais ajouter, c'est que quand tu me demandais c'était quoi nos objectifs, c'était de retrouver un peu un confort, et puis aussi on avait ce projet d'avoir un enfant qu'on a réalisé. C'est ça, et t'es papa depuis 3-4 mois, c'est ça? Non, là ça va faire maintenant 10 mois. Ah ouais, je croyais que c'était... Ouais. Donc ça fait 10 mois.
Waouh. Ouais, Et alors, comment ça se passe? bah ça se passe super bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous avez une petite fille, un petit garçon? Une petite fille, ouais. Trop bien. Ouais. Donc maintenant, comment ça se passe? Bah je jongle avec justement la chance d'avoir d'être intermittent et d'avoir un peu de temps pour moi, c'est que ça m'a permis de passer plus de temps avec ma fille, notamment pendant le congé maternité, j'ai pu être hyper présent et ça c'est quand même hyper chouette. Et quand ma compagne a repris le travail, dans un premier temps, je gardais ma fille. Ah, c'est cool. Et maintenant, elle est à la crèche, ce qui est plutôt pas mal parce que moi, ça me permet aussi d'avancer sur mes choses parce que quand un bébé, ça a 10 mois, c'est hyper dépendant de ses parents, donc ça demande beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'ai le temps de m'occuper de ma fille et puis aussi de m'occuper de mon activité. Donc là, actuellement, il y a eu toute la période crise sanitaire, Covid, etc., qui Oui. fait que en travaillant dans l'événementiel, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Et donc j'avais créé un spectacle en ligne Waouh. où l'idée c'était justement, je parlais de mes voyages parce que en gros, je voulais pas juste faire un spectacle où c'est juste contemplatif, comme si tu regardais la télé, tu regardes quelqu'un faire des tours de magie, ça m'intéressait pas trop. Je voulais retrouver ce côté interactif qu'a la magie, mais à travers l'écran, donc il fallait trouver des moyens, donc il y a plein de moyens de réussir à faire de la magie à travers l'écran, et aussi un côté un peu où je racontais des histoires de voyage. J'avais fait ça pendant un petit moment, et je le proposais au chapeau, justement pour rester un peu dans l'esprit du voyage. L'inscription était gratuite, les gens s'inscrivaient et puis pouvaient participer au spectacle de magie. Tu devais préparer des choses chez toi pour avoir une participation trop active cool. au tour, au spectacle. Et à la fin, je faisais passer un chapeau virtuel pour les gens donner ce qu'ils avaient envie, quoi. Ah, c'est super. Et c'était une chouette expérience. Et tu faisais comment? Tu passais par tes réseaux sociaux? Comment est-ce que tu faisais venir les gens? Ouais, je communiquais sur les réseaux sociaux. Après, je suis très mauvais communicant, donc ça touchait pas non plus. Enfin, ça touchait. J'avais quand même des gens tous les soirs à chaque fois que je jouais, mais je suis pas suivi par 20 000 personnes, donc. Mais donc ça donnait des spectacles très intimistes puisque des fois parfois j'avais 15 écrans, donc ça faisait peut-être il y avait 3 à 4 personnes par écran, donc ça faisait pas mal de monde. Mais ça arrivait que j'ai que 3 écrans, donc t'avais juste 3 familles qui se réunissaient. C'est Donc ça chouette. donnait des côtés très intimistes. Donc ouais, je communiquais sur mes réseaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn aussi. Super. Maintenant que tu regardes rétrospectivement ce voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté? Évidemment, ça t'a aidé sur ce que tu voulais faire dans la vie, mais est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Ouais, ça m'a donné l'idée que je pouvais le faire. C'est qu'en gros, peut-être que si j'étais resté en France, ça aurait mis plus de temps parce que souvent on se met un peu des barrières en se disant est-ce que j'en suis capable? Que là en fait, comme j'ai eu cette opportunité-là et que ça a hyper bien fonctionné, ça m'a vraiment poussé. Et je me suis dit bon en fait pourquoi je pourrais pas le faire aussi en France, sachant que c'est mon pays, c'est ma langue, ça sera justement d'autant plus facile. Et ça m'a apporté plein de choses, ça m'a apporté le fait de parler, pouvoir faire mes prestations en espagnol et en anglais, c'est quand même un gros plus. Alors ça me sert pas tout le temps, mais là par exemple dans une semaine, j'ai une prestation pour une grosse entreprise et je sais qu'il va avoir un public international. Le fait d'avoir pu voyager et appris différentes langues et de le savoir performer dans différentes langues, c'est un gros plus. En gros, le voyage, ça permet d'agrandir tes capacités d'adaptation. Là, aujourd'hui, ça me sert dans la vie de tous les jours ou même dans le rapport avec les gens. C'est qu'en gros, moi, je suis dans un métier où je suis vachement au contact des gens et le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré plein de gens de différents univers, de différentes culture, etc. Ça m'a apporté de l'adaptabilité et aujourd'hui ça me sert encore. C'est ça. Je m'en rends pas forcément compte, mais je suis sûr que que ça a été formateur. C'est ça, et puis est-ce que ça t'a permis aussi de te poser et de réfléchir à ce que tu voulais aussi? Par exemple, tu dis qu'après vous êtes rentré, que tu t'es dit que vous vouliez avoir un enfant. Est-ce que tout ça aussi, ça permet de mettre un peu en pause cette vie qui est à 1000 à l'heure et de se dire, bon alors qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous, pour notre avenir, pour la suite, enfin l'avenir de notre couple, tu vois, nous. Ouais, c'est quand on voyage, le temps il est un peu suspendu et donc
tu fais plein de trucs et du coup tu te rends compte aussi de ce que t'as réellement envie parce que t'as le temps de réfléchir et t'apprends aussi à te connaître un peu plus, même dans ma relation de couple, ça a été super puisque on a vécu ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant en cumulé avec la Nouvelle-Zélande quasiment 1 an et demi, donc on se connaît encore mieux et c'est une force, c'est trop bien. Je suis d'accord. Déjà, merci beaucoup pour cet échange, le temps que tu as pris pour nous raconter un peu ce voyage avec un peu de magie. Et je te propose de conclure cet épisode en donnant un petit peu de force aux personnes qui n'oseraient pas partir comme ça 9 mois ou ou sinon qui n'oseraient pas réaliser un rêve finalement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était hyper chouette. Ça me permet de me replonger dans le voyage et ça me donne envie de repartir. Bah ouais. Et c'est hyper cool. En fait, si des gens ont envie de franchir le pas ou n'osent pas, c'est toujours le truc, c'est qu'il faut le faire. Souvent, on a beaucoup de peur, on sait pas trop comment ça va se passer, et en fait, on se rend vite compte quand on a commencé notre voyage que c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Le plus dur, c'est de prendre cette décision. C'est ça. En fait, souvent, on se met tout le temps des barrières en se disant « Ah ouais, mais si je peux pas partir parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. » Mais en fait, faut le faire, quoi. Faut le faire. On a souvent peur de rater des choses, peut-être dans son cercle intime, avec sa famille, etc. Mais au final, le temps, il passe hyper vite. C'est-à-dire qu'au final, souvent quand on revient de voyage, il y a 9 mois ou 1 an qui se sont passés, et les gens limite te disent « Ah, vous êtes déjà rentré ?» Donc faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur, ouais. Faut pas hésiter à partir. Merci beaucoup Sofiane pour ton petit mot de la fin. De rien, avec plaisir, merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.